Les gens, bienvenue sur le podcast de QI Basket, j'espère que vous vous portez bien, on est désolé, on est toujours à la bourre avec ce podcast qu'on arrive difficilement à organiser, pardon, de par les emplois du temps de chacun, et moi le premier, donc je plaide coupable cette fois-ci, mais on est là, et c'est le principal, et je suis avec Cam, ce soir, bonsoir Cam. Salut tout le monde. Et avec Sylvain, petit nouveau qui fait sa première, salut Sylvain. Salut à tous, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Donc comme d'habitude, on va balayer un petit peu la NBA en long, en large et en travers. On va essayer d'aborder un petit peu les sujets du moment, voir un petit peu ce que les intervenants en ont à dire. Et on attend bien entendu vos retours aussi par rapport aux sujets qu'on va traiter ici. Alors vous ne le savez pas, mais maintenant vous allez le savoir. Donc nous sommes dimanche 22h53 et pour le moment a lieu un petit Denver Nuggets Timberwolves. Et c'est l'occasion de parler un petit peu du début de saison justement des Wolves et plus précisément de leur franchise player Karl Anthony Towns qui fait un début de saison à l'image de l'équipe très solide. Il y a eu le petit passage un petit peu bagarre de bar avec Joel Embiid, mais au-delà de ça on est quand même sur un début de saison assez tonitruant du pivot. Cam, est-ce que tu avais imaginé un début de saison pareil pour les Wolves et pour Kat? Alors les Wolves, clairement, je les voyais pas commencer aussi bien. Je m'attendais pas en fait à ce que ça résiste autant. Je m'attendais plus à ce que ça joue le fond de tableau, clairement 11e, 12e place. Ça gagne pas énormément, mais en tout cas c'est une très bonne surprise. Il y a un vrai fond de jeu. T'as un coach que j'aime de plus en plus, qui a pas peur de donner du temps de jeu à ses jeunes, notamment à Jared Culver, Graham et Okogie qui là, en ce moment il est en train de faire un très gros match en défense contre Denver. J'espère qu'il va pouvoir conclure. Mais en fait, surtout au-delà de ça, là j'ai les stats de Towns sous les yeux. Donc c'est 25,7 points, 12 rebonds, 4 assists, un steal par match, un bloc. Mais après, c'est surtout 50% au shoot, 45 à 3 points, sachant qu'il en prend au minimum 3 par match. Donc en fait, là, sur ces stats, tu dis, c'est pas fou, c'est dans les mêmes standards qu'il a fait l'année dernière. Par contre, la grosse différence que Saunders a fait avec lui, il a fait un peu comme ce que Portland a su faire avec Nurkic, c'est-à-dire prendre un pivot qui est très moyen en défense, c'est-à-dire qui peut switcher, qui peut défendre sur des extérieurs après pick and roll, mais qui est pas très fort là-dedans. Clairement, c'est pas un élite défenseur. Par contre, comme Nurkic et Jokic, il a su bien les placer. En fait, si tu regardes bien, Towns, il est utilisé en dernier rempart, un peu comme un Gobert à Utah. Et c'est ce qui fait que la défense de Minnesota elle est passée de 27e à 15e au niveau des ratings. Que Towns, comme j'ai dit, ses blocs et ses styles, ils viennent pas tout seuls. Et que en fait, de match en match, progressivement, il domine tous les plus gros pivots de la ligue. Là, actuellement, il est en train de mettre la race à Jokic. Avant ça, quand il s'est foutu sur la gueule avec Embiid, Embiid passait pas un bon quart d'heure. Et en fait, simplement, le gros travail qui a été fait, c'est surtout mental. Autant avant ça, on avait un pivot fort en attaque, mais qui, dès qu'il se prenait 3 gifles, il partait se planquer dans le corner, alors que là, maintenant, il rechigne plus à la tâche. Et tout simplement, c'est du bon taf. Après, il faudra voir sur la saison. On sait ce que c'est au bout d'un mois, tout le monde est motivé, tout le monde est frais. J'attends de le voir au mois d'avril. Ouais. Sylvain, ton avis un petit peu sur Karl Anthony Towns, est-ce que tu t'attendais à ça? Effectivement, au niveau des stats, comme Cam l'a dit, on est sur ce qu'il doit produire, donc c'est pas là qu'il faut chercher un petit peu le renouveau. Est-ce que c'est ailleurs, et est-ce que tu partages l'avis de Cam? Je partage l'avis de Cam, je dirais même enfin Kat est un joueur régulier dans le leadership, régulier dans les stats, ça on le savait, mais dans l'attitude, dans le combat défensif et offensif, je trouve qu'il se cache plus. Alors je pense que le départ, même si ça fait quelques mois maintenant, de Jimmy Butler est clairement consommé pour lui. Et il est prêt, il arrive à maturité déjà. Alors qu'on sait qu'un pivot, c'est sur le plan de la maturité, ça se développe, on va dire, un peu plus tard. Je le trouve vraiment mature dans son approche de tous les matchs. Effectivement, Embiid, il répond aux défis physiques d'Embiid et d'autres joueurs s'il y a besoin. Après, il va falloir qu'il soit entouré maintenant. La conférence Ouest, on sait que c'est le Far West et on a vraiment besoin de plusieurs leaders sur le terrain. Donc, s'il est entouré de joueurs qui font aussi régulièrement le taf, je pense que ça profitera à Minnesota et peut-être que cette équipe pourra se battre pour les playoffs cette année. Maintenant, je les sens peut-être un peu justes, mais Towns, en tout cas, lui, fait ce qu'il faut et je trouve qu'il est très très régulier maintenant.
Ouais, effectivement. J'ai vu les Wolves, je sais plus du tout contre qui. Je vais peut-être dire une connerie. Les Hornets, c'est possible? Les Hornets, ouais, c'est possible. Ouais, je crois que c'était ce match-là. Moi, la grosse différence dans ce que je vois, il y a effectivement le côté un peu épouvantail en défense et de se dire voilà, c'est moi le patron de la raquette et j'arrête de me barrer. Mais c'est aussi au niveau en attaque, je l'ai vu pas mal de fois être à l'initiative du jeu, c'est-à-dire prendre cette balle et dire ok, je vais essayer de trouver un mec qui est démarqué et faire une bonne passe dessus quoi. Donc je l'ai vu aussi un petit peu plus patron à ce niveau-là, et peut-être que c'est ce que Saunders a fait de mieux, c'est de lui dire écoute, t'es censé être franchise player, mais c'est pas juste dire mettre 30 pions par match et prendre 10 rebonds, ça tu peux le faire quasiment pas toute l'année mais presque, mais c'est aussi de se dire voilà, dans l'attitude, quand t'as la balle en main, les mecs doivent tourner autour de toi et essayer de se démarquer pour que tu fasses la bonne passe. Complètement d'accord. Après, faut voir, faudrait s'arrêter sur les formes de jeu que met en place Saunders, mais clairement, il a la balle très souvent pour soit orienter et donner la balle en bas à Wiggins, ou alors prendre ses tirs à 3 points en tête de raquette. Et si c'est pas le tir à 3 points, il peut éventuellement partir sur un dribble et puis renverser la balle sur le côté. Donc on sent qu'il est un peu aiguilleur et qu'il est responsabilisé clairement par Flip Saunders. Ryan, pardon. Excusez-moi. Tu nous manques, Flip, c'est pour ça, tu nous manques. Ouais. C'est un hommage. C'est ça. Et du coup, forcément, il est obligé de prendre ses responsabilités et il peut plus se cacher. C'est ce qu'il fait de bien. Oui, mais avant aussi, on essaie de lui donner des responsabilités. Là, il y a quelque chose qui visiblement a quand même changé. Il a peut-être accepté simplement ce rôle-là et de se dire voilà, je peux pas me contenter de juste mettre mes pions, remplir un peu mes stats. Il faut aussi que je fasse jouer mes gars, quoi. C'est ce qui fait qu'un joueur au niveau de la maturité, c'est là où je rejoins Cam. Voilà, un LeBron par exemple, on va en parler après, mais le mec fait jouer aussi ses coéquipiers au-delà de remplir sa feuille, et c'est vrai. C'est pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu de très différent par rapport à ce qu'il faisait avant, c'est qu'il le faisait et il le faisait bien. Et s'il commence à développer une très bonne vision de jeu, ça va être un enfer, parce que pour aller lui choper la balle, il a quand même son physique pour lui. Si tu le places à hauteur un petit peu avant la ligne des lancers, avec la balle en main et que les mecs tournent autour de lui, en défense, t'as intérêt à être réveillé, hein, parce que ça peut tourner au carnage. Hein. Wiggins, c'est mieux aussi. Wiggins, c'est mieux aussi, et ça doit certainement l'aider dans sa tâche, clairement. Oui, je pense que Wiggins enlève un petit peu de poids à Towns, et finalement Towns peut-être aussi se libère vis-à-vis de ça, parce qu'il a peut-être quelqu'un aussi qui met quelques points aussi avec. Voilà. Certainement, clairement. On va rester dans la conférence Ouest, et on va aussi parler de la première équipe au rating défensif, c'est les Los Angeles Lakers, qui font un début de saison canon. Hein. Ils sont sur 7 victoires d'affilée, si je dis pas de bêtises. Ils ont juste perdu le premier match contre les Clippers. Exactement. Et après, c'est le verrou. Et le pire, c'est que ça semble être en courbe ascendante en plus. Donc, c'est pas comme si c'était, on va dire, une petite évolution. Non, ça se resserre de match en match. Donc, ça fait assez plaisir. Sylvain, ton avis sur le début de saison des Lakers, ça te dit quoi ? Les gars, je suis ultra exigeant vis-à-vis de cette équipe, puisque c'est une équipe qui a clairement affiché ses ambitions. C'est une équipe qui de dominer déjà sa conférence et même, j'ai envie de dire, sa propre ville, vu que le projet des Clippers, c'est aussi un projet très ambitieux. Le premier match de la saison, on les a vus un peu bégayer face à une équipe qui leur est rentrée dedans. Ouais. Donc je vais attendre de voir avec une vraie adversité ce que vont pouvoir donner les Lakers sur le plan défensif et bien sûr offensif. Maintenant, il est vrai que si on doit s'arrêter sur les 7-8 premiers matchs de la saison, bon, ça se met en place. LeBron est clairement en mission et monte de match en match son niveau d'intensité, de justesse et de compréhension du jeu avec ses nouveaux coéquipiers, notamment Anthony Davis. Je trouve que ça marche déjà du tonnerre et je pense qu'on n'a encore rien vu. Donc oui, c'est réussi, c'est surtout ça annonce de belles choses pour la saison régulière. Moi, je me fais pas de soucis, ça va faire 1, 2 ou 3, maxi 4.
sur un malentendu. Mais après, on va voir avec l'adversité, notamment des Clippers et autres équipes de l'Ouest. Voilà. Cam, comment t'expliques ce bon début de saison des Lakers? Oula, plein de choses. Bah déjà, mine de Vas-y, rien, on t'as voit. quand même, t'as quasiment, enfin, le meilleur ailier fort à son poste, je pense, si tu comptes Giannis comme un 5. Enfin, pour moi, Anthony Davis, il n'y a pas de discussion. Mhm. C'est un candidat d'IPOI chaque année. Puis après, au-delà de ça, t'as plein de role-players super intéressants. T'as Danny Green qui est toujours aussi bon pour te chasser le meilleur meneur, le meilleur ailier. T'as Dwight qui mène la ligue au niveau des blocs et qui simplement te fait un double tous les soirs. En fait, c'est ça, il y a plein de... Comment dire, il y a des très bons défenseurs, mais c'est très collectif. Là où justement chez les Clippers, en fait, c'est un peu le même délire. C'est des défenses en fait où tu as des tueurs clairement pas de partout, mais où justement t'as pas de joueurs qu'il faut cacher. Ce qui était un peu le cas l'année dernière où tu avais une gratte qui prenait la douche tous les matchs, Kuzma pareil, etc. Au final, c'est ça, le moins bon défenseur, c'est Kuzma, qui d'ailleurs joue assez peu depuis sa reprise. Ouais. Et tout simplement, il y a le fait que LeBron il peut couvrir du 1 au 5. AD il peut te prendre les 3, 4, 5. Et t'as plein de joueurs comme ça qui peuvent compenser un surnombre ou une faiblesse. Parce qu'après, honnêtement, en attaque, c'est pas fou. Hein. C'est du pick and roll, c'est beaucoup d'ISO. Mais en défense, le match qu'il faut contre Dallas, la fin de match, elle est parfaite. Hein. Tu cut au bon moment, tu fais les bons styles. C'est pas surprenant, mais c'est bluffant, c'est le mot. Est-ce que je m'attendais vraiment pas à ce que ça défende aussi bien. Est-ce que pour vous, c'est le simple fait d'avoir changé les lieutenants à côté de LeBron et d'Anthony Davis qui fait le taf? Genre les Avery Bradley et tout Parce que je vois pas tellement le coaching en fait. J'ai pas l'impression que le coaching il soit pour beaucoup, même si organiser une défense, voilà, il faut quand même l'organiser, mais... Bon, moi je pense que effectivement le fait d'avoir densifié un petit peu l'équipe en expérience, surtout quand tu ramènes Danny Green, même Dwight Howard, hein, qui connaît quand même le chemin des playoffs et qui a fait une finale, quand tu mets Avery Bradley, qui est un joueur de devoir et qui remplit sa tâche sans rechigner chaque soir, et t'as au moins des joueurs qui, je pense, qui connaissent le boulot, qui ont le respect de LeBron aussi à ce niveau-là, c'est vrai. et qui homogénéisent le projet des Lakers sur le terrain. Après, effectivement, je te rejoins sur l'aspect coaching. Pour l'instant, je vois pas trop encore la patte Frank Vogel, mais c'est un amas de qualité de joueurs qui permet de faire que cette équipe soit déjà performante. Parce que, enfin, moi, de mon point de vue, la défense, c'est avant tout une histoire d'homme, c'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure mise en place que tu veux, si t'es paresseux sur ton 1 contre 1, enfin, si dans ton rapport avec ton vis-à-vis, voilà, ta défense, elle vaut rien du tout. Et le coaching, c'est surtout en attaque que t'es censé le voir et sur l'adaptation que tu vas faire. Et du coup, effectivement, pour moi, la seconde vie de Dwight Howard, effectivement, tombe à merveille pour tout cet effectif. Maintenant, Cam, pour aller jusqu'au bout, est-ce que les Lakers sont prêts, ou est-ce qu'il y a encore un petit move qu'ils pourraient faire pour améliorer un poste ou une rotation où ils sont encore un peu faibles? Je trouve qu'à la main c'est bien, mais c'est pas ouf. T'as Rondo, Quinn Cook et Avery Bradley, on va pas le compter comme un meneur, même s'il est aligné comme ça. Après, dans les faits, pour moi, ça serait un 1 ou un 2. Parce que Danny Green est bon, mais en fait, il est unidimensionnel en attaque. Il va mettre C3, mais c'est tout. Ce qui est déjà bien. Et en fait, voilà, il leur faudrait vraiment comment dire, une espèce de Paul George, quoi. Un mec qui puisse un peu couvrir plusieurs postes, être utile en attaque et en défense. Et c'est tout. Est-ce que tu chercherais un profil 1-2 ou vraiment un pur meneur Dans cette équipe-là qui peut être très small ball ou très grand, un profil 1-2, ça me paraît bien. Tu vois, je sais pas, je dis ça là de tête à tout hasard, Gary Harris à Denver. Un mec qui peut courir, shooter. Ouais, mais un mec transférable. Prends-moi un mec qui est un peu transférable. Alors là, de tête, transférable. Tu prends dans les équipes Jeff qui puent. Moi, Jeff Teague, tu vois. Parce que autant à Minnesota, c'est pas ouf, mais ça reste un joueur qui a beaucoup d'expérience. Et je suis sûr que tu le responsabilises dans une équipe de playoff, il y a de quoi faire. Et il y a du cap à aider, hein, donc ça pourrait être faisable en envoyant on ne sait pas qui, mais c'est vrai que c'est un profil qui pourrait faire l'affaire, au moins parce que Rondo tout seul et Quinn Cook juste derrière, ça me paraît quand même léger, quoi.
c'est-à-dire que Rondo, quand ça va se resserrer sur demi-terrain, il va être très précieux parce que pour aller chercher une passe, il est très bien, mais derrière, c'est un peu faible. Un avis, Sylvain, là-dessus sur, Ouais, je vous écoutais, je réfléchissais. J'irais peut-être, moi, plus sur un ailier shooter. Un ailier shooter dans la perspective des playoffs avec des défenses toujours plus resserrées, avec un scouting toujours plus avancé. Les formes de jeu qui passent en saison, elles sont un peu plus difficiles à mettre en œuvre en playoff. Et quand Caldwell Pope n'est pas dedans, et quand Danny Green, qui est des fois intermittent, n'est pas dedans, je pense qu'on peut très vite arriver dans un jeu stéréotypé sur du pick and roll, et pas du pick and pop. Et pour le coup, ça manquerait d'armes ou de munitions offensives si jamais on tente de doubler LeBron par exemple ou de doubler AD. Il faudrait pouvoir renverser et trouver un shooter à l'opposé. T'as un nom à proposer? Et c'est en ça où j'étais en train de réfléchir sur des propositions. C'est pas évident parce que le métier de shooter c'est vraiment très très spécifique et ils sont tous super sollicités dans leur club ou alors avec des contrats plutôt juteux. Bon, moi je sais pas, je pensais à Evan Fournier, même si je sais que c'est pas du tout c'est pas possible. vraiment un shooter. En renversement, comme. Ouais, mais tu peux pas le considérer comme étant un shooter. C'est un garçon qui sait tout faire, mais c'est pas un. Enfin, après, ça dépend quel profil tu cherches. Si tu cherches un profil shooter, c'est du Redick, c'est du Korver, c'est du Ellington, pas Bledsoe, Middleton, des trucs comme ça, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça, shooter. Ouais. Alors, je penserais peut-être à Robert Covington, non? C'est pas con. Peut-être, ouais. Pas con. Dans ce cas-là, le joueur qui pourrait peut-être fitter un peu, je le vois pas trop sortir des écrans à Minnesota, je le vois plutôt recevoir la balle sur des renversements. Mais ce qui peut se faire, hein, parce que quand t'as Eddie et LeBron à surveiller dans ta défense, il y a forcément un moment où il y a quelqu'un qui va se décaler de l'aile pour venir aider, donc ça peut très bien se faire. Exactement, tout à fait. Bon, voilà. Ok. On va parler un petit peu on va descendre un petit peu plus au sud des États-Unis en restant sur l'ouest. On va parler des Suns, là. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Les gars? C'est fou. Hein. Ça y est, on veut plus drafter? On n'est plus assez bien pour vous? Bon, qui veut commencer sur les Suns? Allez, on va lancer Sylvain dessus. Ouais, c'est une belle surprise. Personne s'y attendait. Celui qui me dit qu'il pensait voir les Suns, je crois qu'ils sont 4 ou 5 là à l'ouest pour l'instant. Quatrième, je crois, ouais. Quatrième. Les gars, c'est quand même ouf quand on sait la loose que cette franchise a représenté pendant des saisons. Symbolisé pour moi par un homme, le coach. Ouais, d'accord. Monty Williams. Pour moi, c'est la tête pensante de ce projet. Je pense qu'il a remis beaucoup de choses, et notamment des objectifs et des ambitions dans la tête de ses joueurs et du club en ordre de marche. Et quand on voit qu'il y a des joueurs qui jouent pour gagner des matchs, ça fait toute la différence. Après, c'est une équipe qui se battra peut-être pour faire 4, 5, 6, 7 ou 8 max. T'as pas cherché un spot de playoff? Quand les grosses écuries de l'Ouest vont commencer à engager la course, là, le rush final post-All-Star Break, là, ça va tenir ça? Écoute, je les ai vus contre les Clippers. Moi, je les ai pas trouvés en sur-régime. Hein. Je les ai trouvés dans leur plan de jeu. C'est-à-dire que les gars passaient la balle où ils voulaient la mettre. Devin Booker recevait les ballons aux endroits où il aime et ensuite, on sait ce qu'il sait faire quand il a la balle en main. J'ai trouvé qu'il y avait déjà une forme de... Pas de sérénité, c'est peut-être un peu fort, mais voilà, on sent qu'ils ont bossé, qu'ils écoutent un fond de jeu et qu'ils arrivent à le mettre en place. Face aux Clippers, peut-être que ces Clippers-là, ce soir-là, n'étaient pas forcément des plus concernés parce que ça reste les Suns en face. Mais il faut quand même taper Beverly, il faut quand même taper les chiens de la casse qui défendent comme des forcenés pendant 48 minutes. Donc c'est fait. Donc crédit à eux. Et puis il faut observer, mais il faut les prendre au sérieux maintenant, je pense. Ouais. Cam? Alors surpris, oui carrément, parce que tu t'attends jamais à ce qu'une équipe qui jouait le first pick l'an dernier se retrouve playoffable. Mais après, dans les faits, en fait, la suspension de Ayton, ça a été la meilleure chose qui puisse leur arriver. C'est vrai. J'adore le joueur, mais en fait, le truc, c'est que
Aaron Bates, en fait, je vais le comparer avec Ricky Rubio parce qu'en fait, les deux ont le même profil. Ouais. Deux joueurs qui avaient des énormes lacunes en arrivant, Ricky Rubio, aucun shoot, que de la défense et de la passe. Bain, c'était juste du rentre dedans, je prends du rebond, mais j'avais aucun joueur en attaque. Et tu la regardes jouer maintenant, les mecs, ils ont plus de 10 ans d'NBA dans les pattes, ils sont très polyvalents. Et en fait, ça se ressent dans le jeu parce que du coup, Booker est beaucoup moins ciblé en attaque et en défense. Aaron Bates, il te fait un ménage en bas, il shoot même à 3 points, enfin, c'est très complémentaire. Et simplement, cette équipe, en fait, elle a pas mal de bonnes pioches. T'as un Oubre qui fait le taf, qui a enfin arrêté ses conneries de tatouage et de sponsoring bizarre. T'as plein de bonnes choses, c'est un coach sérieux. Ils sont Et très après, décomplexés dans leur jeu, c'est vrai. comment dire, je les vois pas rester top 4 parce qu'il y a un moment forcément où ça va se réveiller un peu chez les grosses franchises, mais finir 6, 7, 8, il n'y a pas de raison en fait. C'est pas choqué. Ouais, je vois pas en fait pourquoi ils font ça. Ils ont déjà pris des gros matchs contre Philly, contre les Clippers, etc. Et quand ils vont devoir aller taper un peu les équipes de l'Est pour se qualifier, ils feront le taf, je pense. Il faut le banc aussi hein, pour ça. Il faut le banc pour ça. alors- C'est pas un peu le souci ça. Voilà. Le problème, c'est que première grosse blessure, ça va être un peu la panique. Donc en fait, pour l'instant, qu'ils prennent leur match. Mais ouais, si t'as ne serait-ce que Kelly Oubre qui se fait un pépin, etc., ça va être très compliqué. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Moi je suis très impressionné par Monty Williams et par la vitesse à laquelle il a inculqué sa vision de jeu parce que si vous regardez le match avec un œil de coach, ce qui est mon cas, vous allez voir très rapidement des choses qui sont mises en place, des vrais trucs, des vraies choses en attaque, des vraies adaptations à l'adversaire et des vrais... quand on dessine un système de jeu, on fait toujours plusieurs sorties au système pour éviter que l'adversaire soit habitué. Et même dans le système, vous avez des étapes à plusieurs sorties aussi. Et ces joueurs ont très vite compris. Donc c'est vrai qu'il a des mecs qui sont malins, des Baines effectivement, qui ne fait plus que bourriner dans le tas. Rubio qui a quand même une certaine forme de QI basket, on va pas le nier. Et du coup, ça se passe très bien. Mais ce qui est inhabituel, c'est que d'habitude, il faut du temps. Parce qu'on a, ok, il y a le training camp, mais c'est pas, en soi pas une période si longue que ça pour apprendre autant de choses. Et après, il y a la mise en place, on dit toujours qu'il faut au moins 2-3 mois pour voir un petit peu ce que des nouveaux coachs sont capables de produire avec une équipe. Et là, ils ont pigé, mais à une vitesse supersonique. Et Monty Williams, c'est pas con. Visiblement, il est pas con. Non seulement il est pas con, mais je suis loin de le connaître personnellement, mais ça a l'air d'être un coach qui a une pédagogie de malade, parce que effectivement être en mesure de mettre en place des choses et avoir la vision d'un groupe qui perdait ses matchs depuis 4-5 ans, c'était plus de défaites que des victoires, donc on a des joueurs qui sont pas forcément mobilisables tout de suite, donc il a réussi à les mobiliser, 1-2 victoires et boum, le projet de la saison se lance sur de meilleurs auspices pour eux, quoi. Donc c'est cool. Grave, c'est une très bonne chose, bravo en tout cas. Au niveau de l'Est, j'ai pas grand chose à relever pour le moment, enfin on a discuté vite fait avant de démarrer. Pour l'instant l'Est, ça suit son cours, il n'y a pas tellement de surprises, les Bucks sont là, les Raptors sont là, ils souffrent forcément parce que ils ont perdu un mec à 25 pions par match, donc c'est un petit peu normal. Siakam a l'air de bien confirmer ce qu'il avait montré l'année passée, donc ça c'est plutôt cool pour eux. Brooklyn, c'est compliqué parce que KD est pas encore là et que Kyrie Irving est intégré dans un effectif, c'est un délire, hein, les gens de Boston, si vous nous écoutez, vous savez. Donc voilà, on va passer un peu la conférence Est pour aujourd'hui, on reviendra dessus une prochaine fois certainement, mais c'est parce qu'on n'a pas trouvé qu'il y avait grand chose à dire, donc voilà, ça suit son cours comme on dit, affaire à suivre. Par contre, en parlant de match, en parlant d'équipe de l'Est un petit peu, il devait y avoir un gros affrontement entre les Bucks et les Clippers cette semaine, mais il y a eu un petit truc qui a fait que c'était un peu moins intéressant que prévu. C'est un load management pour Kawhi Leonard, et donc Sylvain voulait un petit peu nous en parler de ce point de vue du load management versus la blessure, la vraie, celle qui fait mal et qui pique, et pas juste aujourd'hui je me sens moyen. On t'écoute Sylvain. Yes, écoutez, le load management, c'est un terme là qui est un peu sorti à toutes les sauces depuis quelques semaines. Ça fait énormément de parler aux États-Unis. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, déjà, ça veut dire le management de la charge. Voilà. Exactement, la charge de travail, monitorer la fatigue, les efforts, la charge de travail et pour éviter les blessures. Tout à fait, évaluer les temps de repos nécessaires pour que
les joueurs puissent être efficaces à leur poste de travail. Donc ça se fait un peu partout. Bon, NBA, c'est forcément exacerbé quand il s'agit de joueurs que tu payes des millions, que tu as besoin de voir sur le terrain pour faire gagner les matchs de ta franchise. Donc je peux comprendre que ça puisse cristalliser un petit peu les passions, mais ce load management aujourd'hui, je vais donner tout de suite mon point de vue, je pense qu'il est assez nécessaire pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, on est en charge de mieux préparer les athlètes et on est aussi en capacité de mieux évaluer les besoins de ces athlètes-là sur la saison. Quand on prend un joueur comme Kawhi Leonard, qui est programmé pour jouer une centaine de matchs par an, voire un peu plus, et qui est programmé pour jouer un gros temps de jeu, quand même à même de réfléchir à la manière dont on va gérer les capacités de ce joueur pour nous faire gagner les matchs dont on a besoin de gagner, c'est-à-dire en fin de saison et en play-off. Donc cette question-là, pour moi, a du sens. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est tomber dans des contresens et justement aller dans cette forme de paranoïa ou alors cette forme on va dire de complotisme qu'il peut y avoir autour de ce terme-là, pour justement cacher les joueurs dans des moments clés et éviter de faire en sorte qu'ils se rencontrent sur des matchs en bois, entre guillemets, puisque c'est en fin de saison que tout compte. Éviter éventuellement aussi de cacher des blessures ou éventuellement de permettre à des joueurs de jouer blessés. Donc là, c'est des vrais thèmes pour lesquels on peut s'arrêter, on peut se dire, ok, load management, il est là pourquoi. Donc, sur le cas de Kawhi Leonard, la NBA, le joueur n'est pas forcément apte à jouer, mais vous expliquez, donc les Clippers, que le joueur est en mesure de jouer. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Load management, pas load management. La NBA n'était pas contente. La NBA n'est pas contente, et c'est là normal. où je me dis que oui, c'est normal, mais j'ai du mal à comprendre le sens de l'intervention de la NBA. Est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est pas contente parce que le joueur n'est pas sur le terrain lors d'une affiche qui est diffusée sur le réseau national et donc avec des chiffres vendus... avec de l'argent. Très certainement. Ou alors, est-ce qu'elle est vraiment pas contente et elle amende la franchise des Clippers parce que coach et GM en même temps. Donc Doc Rivers a dit oui, non, Kawhi Leonard, finalement, il va bien. C'est juste que on fait des choix stratégiques et pendant les back-to-back, on choisit les matchs sur lesquels on veut l'aligner ou pas. Donc il y a un discours qui devient largement incompréhensible, à la fois pour les fans et pour les joueurs. Et il y a des positions contraires qui sont en train de brouiller encore plus les cartes. Quand j'entends Michael Jordan dire que les joueurs sont payés pour jouer 82 matchs, oui, mais Jordan, avec tout le respect que j'ai pour lui, les joueurs aujourd'hui font des carrières beaucoup plus longues que ce qu'on pouvait avoir dans les années 80. Ouais, LeBron a dit la même chose. Et LeBron a une carrière très longue et il rate quasiment qu'un match. Donc il a dit, si je suis en forme, je joue. Si je suis pas en forme, je joue pas. Enfin, si je suis blessé, je joue pas. Si je ne suis pas blessé, je joue. Donc t'as des échos aussi de joueurs d'aujourd'hui qui... et pour le coup, le LeBron, je l'ai vu taper sa saison en 82 matchs. Voilà, il a fait sa saison en 82 matchs parce que son équipe avait besoin de victoire et qu'il se voyait pas aller se reposer sur le banc. Je suis complètement d'accord avec ça. Ce que je veux faire passer comme idée, c'est qu'aujourd'hui, cette notion doit être appréciée par le staff, le joueur et le contexte. Et il faut vivre, entre guillemets, avec cette opportunité de pouvoir aider le joueur à être performant en fin de saison. LeBron, c'est un monstre. Donc LeBron se gère, travaille très dur ça en va, off-season. Kawhi, c'est pas un poussin non plus. Hein. Non, ça l'est pas, mais quand je pense qu'il y a encore une petite différence entre les deux en termes de... Oui, bien sûr. En termes de, on va dire, de charge de travail et d'intensité sur le terrain. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Kawhi, s'il estime qu'il faut jouer 85-90% des matchs, bon, on peut lui faire confiance. Je pense qu'il connaît la route pour aller en finale et gagner des finales NBA. Donc il faut pouvoir aussi prendre en compte ces éléments-là. Non, mais ici, par exemple, regarde. Moi, tout ce que je vois, et les mecs du complot, je les comprends. Tu vas jouer les Bucks, tu sais qu'il y a une chance quand même que tu te retrouves en finale contre eux, tu vas pas les croiser souvent cette saison, t'as pas envie de montrer ton jeu avec Kawhi Leonard, tu le fais pas jouer.
Le mec, il est là, il est en uniforme, si je dis pas de conneries. Il fait même le shoot avant de l'entrée du shoot. Donc, voilà, il est pas blessé, tu joues, point. Il y a pas de je sais pas quoi. Pour moi, là, on est dans le truc purement stratégique de je veux pas montrer mon jeu. Et parce que, ok, la NBA elle gueule. La NBA elle gueule pourquoi ? Parce qu'il y a de l'argent. Donc il y a une antenne nationale, il y a déjà ça. Et puis il y a les gens qui font nos stades. Faut savoir que les prix des matchs, c'est pas comme. Pour ceux qui connaissent un peu le système du foot, il me semble que ça n'a pas vraiment changé. Tu as quelques matchs sur la saison où tu peux augmenter tes tarifs. Je crois qu'en NBA, c'est un peu comme tu veux. Donc il y a des mecs qui vont raquer peut-être 50, 80 $ en plus pour un match parce que c'est celui-là. Bah, t'enlèves Kawhi Leonard là pour l'instant que Paul George n'est pas là. C'est pas la même sauce, c'est pas les mêmes Clippers que t'as en face. Surtout qu'à quelques jours près, pas me dire que le staff médical est pas au courant, Paul George il fait son retour. Si tu veux vraiment faire souffler Kawhi Leonard, t'attendais une semaine de plus, Paul George faisait son retour, tu mettais Leonard sur le banc. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de raison de gueuler parce que t'avais toujours ton Paul George qui était là et puis voilà. Il y a aussi le fait. Cam, tu me diras ce que tu en penseras après, mais je crois que c'est le premier cas dans la saison aussi, et que la NBA veut tout de suite montrer que non, ça passe pas, c'est pas bien vu, c'est pas correct, on n'en veut pas, on veut que ces pratiques s'arrêtent, parce qu'ils sont en train de bosser pour alléger les calendriers au niveau des back-to-back, au niveau des 3 matchs sur la semaine, etc. Derrière, tu peux pas leur manquer de respect en disant je vais quand même continuer à faire ce que je faisais avant. Si la NBA fait un effort, les clubs, les franchises doivent faire un effort aussi. Ouais, je suis assez d'accord dans l'idée du deal win-win. Après, c'est justement un échange qu'il faut avoir avec la NBA. Je pense déjà. Ça, ils l'ont. Ils l'ont, mais ils l'ont, mais quand on en est à 2 semaines de compète et qu'on a déjà une incompréhension de ce style-là, on se demande si finalement. C'est pas de l'incompréhension, c'est juste les mecs qui disent non, on fait comme on veut, tu fermes ta gueule. Et la NBA de l'autre côté l'a mal vécu. Parce que je me rends compte. Cam, est-ce que tu crois qu'il y a moyen de légiférer sur un truc comme ça ? Légiférer dans genre sanctionner ? Non, faire une loi, te dire vous avez le droit de faire du load management quand c'est les pouilleux du coin qui viennent, mais quand c'est un match en antenne nationale par exemple, pas le droit. Clairement, je pense que ouais. Je pense qu'il y a moyen parce qu'en plus, mine de rien, les calendriers sont quand même donnés plusieurs mois à l'avance. Et comme tu l'as dit, c'est hyper cher de se prendre une place. Et donc, forcément, moi, le pire match que j'ai vu à ce niveau-là, c'était il y a 2 ans. T'avais Golden State Spurs sans Kawhi, sans Curry, sans KD. Autant dire que ceux qui ont fait la route, ils devaient être contents de voir Dejounte Murray se battre contre Quinn Cook. Mais après, on le salue s'il nous écoute. Hein. Pas content. Si, clairement tu peux légiférer là-dessus, mais de l'autre côté, comme tu dis, si t'allèges pas le calendrier, ça va être une catastrophe. Mais c'est allégé. Parce que ça fait 2 ans qu'ils allègent. Mais après, à côté de ça, moi ce qui me fait rire, c'est que tous ceux qui chouinent, je vais mettre les Browns à part, je vais développer son cas après. On va prendre tout ce qui est Michael Jordan ou même la vieille clique de ESPN, etc. Jordan, il a quand même eu deux années tranquilles où il a joué au golf et au baseball. C'est vrai. Et après, en dehors de ça, moi, ce que je vois, c'est que Bird, il a jamais joué 80 matchs après ses 26 ans. Isaiah Thomas, il s'en va sur une énorme blessure. Et en fait, si tu regardes bien, toutes ces stars-là des 90s et des années 2000, elles sont souvent parties fracassées. Donc Kobe, on en parlera même pas, il aurait dû arrêter 3 ans avant. Mais le problème, c'est qu'en fait, vu que les franchises à l'époque n'ont pas voulu justement préserver leurs joueurs parce que pour gagner, il faut aller en playoff, etc. Ça te mène directement à ce qu'en 2018, t'as Harden et Westbrook qui sont cramés complets juste avant les playoffs. Bon, après, j'aime pas les 2 joueurs, mais ça n'empêche qu'il faut leur reconnaître qu'ils ont beaucoup d'énergie sur le terrain. Et tout simplement, c'est de la bonne gestion. Tu prends dans n'importe quel sport, la plupart des clubs font en sorte que leurs stars arrivent en forme en playoff. Et il n'y a que au basket où tu fais tapiner le mec 40 minutes par match et surtout pense à défendre et à shooter, tu vois. Ah, c'est clair. En plus, et après, juste du coup par rapport à LeBron, pour moi, en un sens, lui, il a raison. En fait, il fait ses 80 matchs, mais le mec a une hygiène de vie qui est énorme. En fait, on se rend même pas compte de l'exigence de vie qu'il a. Et c'était Vavan qui en parlait dans ses vidéos qui sont super d'ailleurs, que je recommande. Ouais. Mais ne serait-ce qu'avoir un nutritionniste et un chef personnel, c'est des choses que beaucoup de gens n'ont pas. Non, mais c'est ce qui te fait, Kawhi Leonard, c'est pas une question de moyens là. Bien sûr. Il disait, pour te rejoindre sur la vidéo de Evan Fournier, il parlait avec Yann Maimi, je crois, là-dedans. Yann Maimi, il avait un chef.
À partir du moment où Bien tu as sûr. un certain standing et un certain contrat, tu peux te payer ce que les... allez, il y a quand même une bonne partie de la ligue qui ont ça. En tout cas, les joueurs où ça gueule pour le load management, ils ont ce statut-là pour se payer ça. Donc, Bien sûr. moi, je trouve que Après, dans le monde ouais, du travail, les- tu prends un certif, il y a un médecin du travail qui peut très bien passer chez toi pour vérifier ça, tu vois. Donc, à partir du moment où tu déclares un mec en blessure, la NBA devrait pouvoir envoyer un docteur là-bas, vérifier, faire des vérifications de base. Et si on estime qu'il y a une couille, ben voilà, à ce moment-là, tu peux mettre la franchise devant les faits, dire voilà, soit tu joues, parce que visiblement c'est pas un problème de ça, soit Soit il vous joue pas. payez une maxi-amende, un truc genre bien vénère, pas 50 000 balles. 50 000 balles, Balmer, il s'en fout complètement. Hein. Bien sûr, bon, ça. Mais Mais les après, gars, tu vois, je me dis, est-ce que c'est pas l'absence de load management, par exemple, qui a tué un Derrick Rose? Bah, et son jeu, sa façon de jouer. Regarde Derrick Rose, putain, les appuis pour ses lay-ups, pour ses dunks, regarde ses genoux, ce qu'ils ont pris, quoi. Et tu parlais des joueurs des années 90, regarde Shaq, il sait même plus marcher, le mec. Hein. Il est toujours en train de boiter, Barclay c'est pareil. Je veux dire, tous les mecs qui ont un peu compté dans la ligue et qui ont effectivement eu le poids de leurs équipes sur leurs épaules, ces mecs-là, ouais, ils sont en difficulté physique jusqu'à la fin de leur vie. Donc, oui, le load management, ça a du bon, mais il faut savoir le choisir. Quand t'es en antenne nationale et que les gens entendent comme des oufs, tu peux pas dire à ton gars, après 10 matchs de saison régulière, même pas, allez, c'est bon, tu vas te mettre sur le côté. Ça c'est pas possible. après, les Ça, on est gars, d'accord. Ouais. juste pour repointer sur ce fait-là par rapport à Kawhi, on apprend récemment que le dossier médical du joueur est pas si bon que ça. Hein. C'est qu'aujourd'hui, la NBA même a reconnu, en ayant eu les éléments à sa disposition, que finalement, c'est pas un joueur qui a son... Donc, est-ce qu'on fait jouer ou est-ce qu'on fait pas jouer? C'est aussi ça le problème, c'est que maintenant la NBA elle se retrouve un peu prise à son propre jeu, en se disant ok, moi j'ai un match sur l'antenne nationale, je veux mes stars sur le terrain, mais si je prends réellement, factuellement les éléments et que je les analyse, j'ai un joueur qui est pas apte à jouer. Et c'est ce qui a fait que les Clippers ont été amendables, c'est que Doc Rivers avait dit ouvertement dans la presse que non, Kawhi, tout va bien, c'est juste que c'est un choix stratégique. Donc ça n'avait pas plu à la NBA. Et c'est là où je veux, moi, qu'on s'arrête un peu et qu'on se dise, ok, la NBA a quand même des vertus, business et intégrité des joueurs, mais il faut choisir. Il faut bien choisir, par contre. Ah, bah, complètement d'accord. Maintenant, le Doc Rivers, ou il est complètement con, ou il sait qu'il risque rien. Parce que il choisit quand même de faire jouer ou pas faire jouer son joueur, donc pour lui ça change rien. Au pire, il se prend une amende, mais les amendes de NBA pour les sommes qui sont engagées dans les franchises, c'est rien, 50 000 balles. C'est que dalle, c'est clair. C'est comme si vous me demandiez 1 euro, je vous le donne, tu vois. Enfin, il n'y a aucun souci avec ça, donc. Ou bien tu vas vraiment taper là où ça fait mal à plus de 100 000 balles, où on commence déjà à faire ouais, quand même 100 000 balles, c'est chiant. Ou bien ça sert à rien, quoi. C'est vraiment à voir. J'attends vos avis là-dessus aussi, hein, pour ceux qui écoutent le podcast. Mais le load management, pour moi, il doit avoir une certaine forme de... Ouais, il doit y avoir une régulation dessus, quoi. Déjà, pas avant 20 matchs dans la saison. Quand on est en international, ben voilà, tu te démerdes, et avoir un médecin de la NBA qui va venir faire un test, une analyse, ou au moins discuter avec le médecin de l'équipe et qui rende un rapport. Et que la franchise pèse vraiment bien le pour et le contre, et augmenter les amendes quand tu fais ça. Par respect pour les gens qui sont dans la salle, qui sont devant leurs écrans, qui ont payé un League Pass, qui parfois ont acheté le match, parce qu'il y a des gens qui achètent le match à la pièce aussi, il faut pas l'oublier. C'est vrai, ouais. Donc, c'est clair. Donc voilà, c'est une question de respect. Effectivement, on peut avoir le respect des athlètes qu'on admire chaque soir sans aucun problème, et de l'autre côté, il faut que ça revienne aussi dans l'autre sens, sinon c'est un peu déconné. Enfin voilà, vous me donnerez votre avis. Pour terminer, j'ai demandé sur Twitter, je vous propose une nouvelle séquence, ça s'appelle la question d'intérêt général, hein, ça porte extrêmement bien son nom, c'est-à-dire c'est un truc à la con qui est fait pour terminer sur une petite touche d'humour, sur un truc qui est pas méchant, qui est souvent fait plus pour rire qu'autre chose. Donc j'ai demandé aux gens, si jamais ils devaient donner maintenant un nouveau surnom à James Harden, lequel serait-ce ? Je vais vous lire un petit peu ce qu'on a eu sur Twitter.
Donc on a Captain Race qui a mis Crockman, pourquoi pas. On a Easyland qui a mis Rambo parce qu'il est toujours seul contre 5 à chaque possession. On a Volcan Oscanal qui a mis Lethal Left, je crois qu'on a affaire à un fan de James Harden. Cantonade pas mal qui a mis le croqueur de Séville, en référence au barbier de Séville, pas mal. On est sur du double jeu de mots, on aime bien. Lee Major qui a mis The Step Gather. Johnny Kilroy qui a mis O2S comme Only Two Steps. Yes. Avec Duche qui lui a répondu tout de suite O3S du coup. Pas mal. Alors on a eu le gros fan, on a le hater, donc Batman qui a mis le plot. Tout simplement. Wow, c'est dur. C'est là quand même un peu raide. Alors on a Val de la rédaction QI Basket. On a Petit-fils de Gino, le randonneur, le pèlerin, Jean-Thierry Isolation, Gador Stepman. Ouais, il s'est fait plaisir, il s'est fait une petite volée. Un pro Houston, donc c'est son alias sur Twitter qui a mis Shooter Barban. Donc on a quand même. C'est pas mal ça. On a quand même des gens qui sont encore lucides un petit peu sur c'est vrai le début de saison de James Harden qui est plus que compliqué. Je regarde si on en a d'autres vite fait. Cam, est-ce que t'as quelques petites propositions à ce niveau-là? Alors j'aime beaucoup le pèlerin, c'est très littéral, j'aime beaucoup, ça rappelle le fait que le mec a quand même quasiment inventé une règle. Ouais. Et Lethal Left c'était pas mal, mais je vais garder le pèlerin. C'est très littéral, j'adore. Ok, et pour toi Sylvain? Écoute, moi Rambo j'aime bien, parce que... Simple, sobre, efficace. Le mec il pourrait garder la balle et aller shooter contre un pays entier quoi. Il est un peu tout tête et c'est vraiment dommage parce que c'est un joueur qui pourrait rendre les autres meilleurs facilement, je pense. Donc Rambo j'aime bien, c'est drôle, c'est cool. Et c'était quoi le shooter Barban, c'est ça? Ouais, il y avait ça, ouais. Ouais, voilà, la petite blagounette, barbe et shooter, ouais, c'est pas mal. On va rester sur Rambo quand même. Ok, moi je vais prendre le pèlerin aussi, ça m'a bien fait rire quand j'ai vu ça de Val, donc de Pilgrim en anglais pour ceux qui veulent une traduction, donc à partir de maintenant nous l'appellerons de Pilgrim, ou Rambo le pèlerin, ou entre quelque chose, Rambo Pilgrim. Ouais. Comme ça fera le taf. Donc on posera comme ça régulièrement sur les réseaux sociaux une petite émission, une petite question en prévision de l'enregistrement de podcast, une petite question un peu humoristique où vous pouvez refaire les identités des joueurs, des franchises ou autre chose. On verra bien pour la prochaine ce qu'on trouve. Sylvain et Cam, merci beaucoup d'être intervenus dans ce podcast, c'était très agréable. C'est un plaisir. Merci à vous les gars. J'espère que ça vous aura plu à vous aussi. On se retrouve bientôt sur le site de QI Basket et sur le portail communautaire du Cercle. La fois prochaine, on pourra faire peut-être un petit point sur le Cercle avec Joris du compte Atlanta Hawks FR qu'on salue. Et puis d'ici là, portez-vous bien, regardez plein de matchs et à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao tout le monde.